Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier débat de la journée intitulé « Lutter contre la précarité, se nourrir sainement, les pistes de la sécurité sociale de l'alimentation ». Alors pourquoi ce sujet au Festival de Mediapart ? Eh bien, dans le contexte désespérant du moment, Karine l'a évoqué à l'instant, on ne veut pas se laisser abattre, c'est une évidence, et puis on ne peut pas se résoudre non plus à laisser plein de gens sur le côté. Et la sécurité sociale de l'alimentation, justement, on va en parler, elle offre plein de pistes, des pistes vraiment excellentes, prometteuses pour affronter tout cela. Et aussi parce qu'avec Faiza, qui va animer avec moi cette discussion, Faiza Zerwala, journaliste également à Mediapart, nous suivons ces expérimentations depuis leur lancement et nous avons même été assez étonnés en fait de l'essor que ça a pris, parce que la première fois qu'on en a entendu parler, c'était à vrai dire pendant le premier confinement, donc il y a déjà quelques années en fait. Et à ce moment-là, c'était encore très théorique, l'idée commençait à émerger dans les réseaux militants. Et puis ensuite, on a voulu écrire là-dessus avec Faiza quand ça a commencé à prendre forme. On a publié un premier entretien dans Mediapart en 2021. Et à ce moment-là, en fait, ça nous paraissait quand même un petit peu nébuleux. Et puis, dans les mois qui ont suivi, ici et là, à Montpellier, puis à Bordeaux et en d'autres endroits, les expérimentations ont vraiment démarré. Et donc, Faiza, notamment, a fait des reportages là-dessus. Et on a continué à suivre cela et on constate encore en ce moment que de nouveaux collectifs s'y mettent, que ce soit dans les grandes villes, mais aussi, et là c'est en train d'émerger aussi dans les campagnes, dans des petites communes, et donc ça prend vraiment une tournure nationale. Alors pour en parler, Faiza, je te laisse présenter nos invités. Donc bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux pour ouvrir ce festival dans un nouveau lieu. Voilà, comme l'a expliqué Amélie, ça nous tenait à cœur de mettre ce débat à l'honneur, et donc pour en discuter, nous sommes entourés de personnes qui œuvrent dans ces collectifs. Donc on va commencer avec vous, Pauline Scherer, vous arrivez de Montpellier, vous êtes sociologue de formation, vous travaillez en recherche-action sur la démocratie et les solidarités alimentaires à l'association VRAC. Et vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la Caisse alimentaire de Montpellier, qui est la première à s'être mise en place. Fergus Kingan, vous êtes paysan, en cours d'installation dans l'Orne, et vous faites partie du collectif qui est en train de monter la sécurité sociale de l'alimentation à Flers, qui est prévu pour être opérationnel en septembre. Jean-Claude Montier, vous êtes habitant du 20e arrondissement de Paris et un membre actif du comité citoyen de la Caisse alimentaire solidaire du 20e arrondissement et membre du conseil d'administration de Givre, l'association qui porte juridiquement la Caisse, qui s'est lancée, dont l'expérimentation a débuté en septembre dans le 20e. Et par ailleurs, vous êtes bénévole au Resto du Cœur, et ça, si on a le temps, on pourra en parler un petit peu. Et pour terminer, Boris Tavernier est avec nous, qui est donc député écologiste de la 2e circonscription du Rhône à Lyon, et aussi cofondateur de l'association VRAC, que Pauline connaît bien. Donc, pour débuter, parce qu'on imagine que tout le monde n'est pas forcément au fait des principes de la sécurité sociale de l'alimentation. Pour commencer, Pauline, puis Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, sommairement, sans trop entrer dans les détails ? C'est un collectif qui concerne combien de personnes, combien de commerces, et puis surtout combien ça coûte ? Alors, est-ce que je présente... Bonjour à tous et toutes, d'abord. Est-ce que je présente l'idée de la sécurité sociale dans les pour grandes commencer, lignes. Et après je parle de Montpellier ? Tout à fait. D'accord. Dans les grandes lignes, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau d'information. Donc, ce qui est important de dire, c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une idée politique qui a été élaborée par un collectif de différentes associations, différentes structures du monde paysan ou de la solidarité, des chercheurs, chercheuses également.
et qui consiste à penser qu'on devrait aujourd'hui protéger l'accès à l'alimentation de toute la population, c'est-à-dire de toutes les personnes qui résident en France. Pourquoi ? Parce qu'on a un accroissement assez grave et très injuste de la précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui qu'on a de plus en plus de personnes en France qui n'ont pas accès à une alimentation adéquate, suffisante et de qualité. Donc ça concerne à la fois la quantité de l'alimentation, mais aussi sa qualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on mesure bien aujourd'hui les effets de notre système alimentaire industriel sur la santé publique, sur la santé des hommes et des femmes. Et en fait, tous ces constats nous amènent à penser qu'on devrait aujourd'hui donc protéger l'accès à l'alimentation comme un droit. Vous avez tous, a priori, et toute une carte vitale. On ne se pose pas la question de sortir sa carte vitale quand on va chez le médecin. L'idée, c'est un peu la même chose pour l'alimentation. Cette idée, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'universalité. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les plus précaires ou pour les personnes les plus en difficulté. C'est pour tout le monde. C'est un droit. Ça renvoie vraiment à cette notion d'injustice. Ne pas avoir accès à une alimentation adéquate aujourd'hui en France, c'est une injustice criante. Le deuxième principe, c'est la cotisation sociale. Comment on financerait une sécu de l'alimentation ? Eh bien, par une cotisation. Donc là, on renoue avec ce qui a fait l'histoire de la sécu en France, donc cette grande conquête sociale, de dire qu'on va mettre en commun, finalement, de la valeur, de l'argent, tout simplement, pour que tout le monde ait droit à la même chose. Donc, une nouvelle cotisation. Et troisièmement, et c'est peut-être ce qui fait vraiment la spécificité de cette idée, c'est l'idée de travailler sur une gestion démocratique de cette caisse d'alimentation. C'est-à-dire, c'est pas l'idée de dire il y a quelques personnes, quelques-uns qui vont dire à toute la population ce qu'ils doivent manger et comment. C'est de dire on refait de l'alimentation un sujet politique, un sujet démocratique, et on trouve une organisation qui va permettre que le débat ait lieu. Comment on veut se nourrir ? Comment on veut que notre alimentation soit produite ? Voilà vraiment le point fort de cette idée, qui n'est pas simple à mettre en œuvre, évidemment, mais qui est vraiment important dans l'histoire de la Sécu. On est dans un système alimentaire qui nous a été quelque part confisqué, qui aujourd'hui est gouverné par quelques grands groupes industriels, économiques, qui nous disent, oui, c'est bien d'aller au supermarché, c'est bien d'avoir accès à tous ces produits alimentaires, mais est-ce qu'à un moment donné, les citoyens et les citoyennes ont eu quelque chose à dire là-dessus, ont fait des choix par rapport à ça. Donc alors, voilà. Concrètement, justement, Pauline, à Montpellier, la mise en œuvre, comment ça fonctionne en fait ? Donc, on s'est saisi de cette idée à Montpellier il y a 3 ans maintenant, même 4 peut-être, et on a constitué un collectif local pour mener une expérimentation et se dire, OK, cette idée, on la trouve super intéressante, comment on peut se l'approprier et faire quelque chose ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de mettre en place une cotisation nationale, obligatoire, etc. Et donc, on a repris les principes, on a invité des habitants, voilà, je pense que Jean-Claude pourra témoigner aussi, à constituer un comité citoyen de l'alimentation. Donc, à ce jour, c'est une 60aine d'habitants-habitantes de la métropole de Montpellier qui se regroupent et qui se réunissent tous les mois pour penser et faire fonctionner une caisse. Une caisse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est un budget qui est abondé par plusieurs sources de financement, des cotisations des participants. Donc là, c'est pas obligatoire, c'est volontaire. Chacun cotise chaque mois en fonction de ses moyens. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont mettre 1 euro dans la caisse, d'autres 50, d'autres 100, 150. Mais tout le monde va percevoir le même montant, qui est pour nous l'équivalent de 100 euros en monnaie alimentaire, pour faire des courses, pour faire des achats. Mais ces achats, ils vont pas se faire n'importe où, dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel lieu. Ils vont se faire dans des lieux qui ont été conventionnés, c'est-à-dire qui ont été choisis démocratiquement par ce comité. Après une réflexion sur qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Donc c'est des critères de qualité qui sont pensés autour de la qualité des produits, autour de la rémunération des producteurs, autour du côté pratique aussi du magasin. Est-ce qu'il est accessible à tous ? Dans quel quartier il se trouve ? Parce qu'on sait qu'on a des grosses inégalités géographiques. En fonction du quartier où l'on vit, on n'a pas du tout la même offre alimentaire autour de chez soi. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on expérimente avec à peu près 400 foyers montpelliérains qui ont été volontaires pour expérimenter et ensuite qu'on a tiré au sort pour avoir une représentativité. C'est-à-dire que dans l'expérimentation, il y a des foyers qui sont très précaires, d'autres qui ne le sont pas du tout, d'autres qui ont des revenus moyens et qui ont des âges aussi différents. Et on essaye de voir qu'est-ce que ça produit
sur les personnes, sur leurs pratiques, sur leur citoyenneté autour de l'alimentation. Jean-Claude, donc juste pour compléter ce que vient d'expliquer Pauline, par ailleurs, nous, quand on s'est parlé en vue de la préparation de ce débat, vous m'avez dit que ça avait changé votre vie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, bonjour. Merci Pauline d'avoir expliqué toute la technique, le cadre, ce qui me permet de passer à moi ce que ça m'a fait personnellement, d'arriver dans un groupe, une expérimentation, un comité citoyen, donc dans le 20e arrondissement de Paris. Donc effectivement, je travaillais déjà, j'étais engagé au niveau des Restos du Cœur et je suis arrivé dans cette expérimentation. Et quand j'ai vu la façon dont on a en fait tout décidé comment on allait décider, comment on allait travailler, on décide les choses par consensus, c'est-à-dire jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, et ça c'est absolument exceptionnel. J'ai l'impression qu'on entend... Non, c'est bon, continuez. D'accord. Retrouver une démocratie entre les personnes, avoir un but commun entre des citoyens avec des gens très différents qui ont une envie, un appétit vraiment à créer quelque chose de lumineux, de passionnant. Et c'est vrai, on parlait qu'aujourd'hui, au niveau de l'actualité, c'est vraiment difficile de se lever le matin et d'écouter, d'entendre ce qui se passe. Et là, moi, je me lève le matin et j'ai des étoiles dans les yeux parce que vraiment, ce que je vis avec cette expérimentation, c'est absolument, c'est merveilleux. Donc, c'est pas forcément facile, mais donc on a décidé comment on allait travailler sur tous les points de vue. On a eu aussi un parcours d'engagement pour arriver à prendre des décisions éclairées. On a eu une formation de plusieurs mois. Donc vous disiez tout à l'heure que ça datait de septembre, mais en fait en septembre on a commencé à se rencontrer et on a lancé la caisse il y a 1 mois. Donc il y a 1 mois on a commencé à cotiser en fonction de nos revenus et à avoir une allocation en fonction de la composition de notre foyer. Et juste, vous pouvez donner un exemple d'une décision qui a fait l'objet d'un consensus dans la caisse pour qu'on puisse comprendre voilà, quelles sont les questions qui se posent quand on monte une caisse. Alors, il y a beaucoup de questions. Par exemple, une question dont je me souviens qui a pu interroger les gens et éventuellement les diviser dans un premier temps, c'était qui pouvait participer à l'expérimentation. Est-ce que c'était uniquement les gens qui habitaient dans le 20e arrondissement ou est-ce que c'était les gens qui, par exemple, s'étaient regroupés dans le comité citoyen ? Et on a fini par décider que même les gens qui étaient extrêmement investis, mais qui n'habitaient pas dans le 20e, pouvaient devenir ce qu'on a appelé des amis de la caisse, mais pas pouvoir expérimenter eux-mêmes. Alors, peut-être aussi on peut demander à Fergus comment justement vous réfléchissez à toutes ces questions en ce moment, puisque vous êtes justement en train de monter une nouvelle caisse à Flers, dans l'Orne. On est dans un milieu plutôt périurbain, ou en tout cas on n'est plus dans la grande ville comme Montpellier ou le 20e arrondissement parisien, donc on n'a pas la même échelle non plus pour avoir autant de consommateurs, consommatrices, et en même temps on est plus près des producteurs et des productrices. Et vous-même, vous êtes paysan en cours d'installation, on l'a dit. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à ce qui vient d'être dit, ou au contraire, qu'est-ce qui vous, sur quel principe commun vous allez construire votre caisse ? Bonjour, merci tout le monde d'être là et merci pour les très bonnes interventions des collègues jusque-là. Du coup, oui, moi, pour situer là où on est à Flers, dans l'Orne, en Basse-Normandie. Je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui ont déjà visité Flers ou son agglomération. Par applaudissement. Ouais. 2, 3, 4. Ok, super. Le reste, j'espère que vous aurez l'occasion prochainement. Du coup, Flers, c'est une petite ville de 15 000 habitants en Basse-Normandie. C'est une ville pauvre. Du coup, un taux de pauvreté à 25% comparé à 14% en moyenne en France.
et puis entouré par son agglomération, qui est composée de petites communes rurales qui comptent encore 30 000 habitants. Donc, à Flers, nous nous trouvons dans une situation où, dans l'agglomération, il y a beaucoup de producteurs d'alimentation qualitative, il y a beaucoup de paysans, de producteurs bio. Mais cette richesse alimentaire qui est produite dans l'agglomération est essentiellement exportée, alors que les habitants de Flers ont une alimentation de pauvre qualité, ils mangent mal. Donc, pour nous, le problématique à laquelle on se confronte, c'est comment à la fois améliorer l'alimentation de la population, et surtout des plus pauvres, et à la fois comment permettre à mieux vivre les paysans et les petits producteurs dans l'agglomération qui aujourd'hui sont en extrême difficulté et qui ont du mal à vivre de leur activité. Après, sur les grandes lignes de comment fonctionne la caisse, ça ressemble plus ou moins à la caisse de Montpellier. On a été inspiré par des réunions avec Elsa, du coup, de la caisse de Montpellier. Et donc, pareil, les cotisants, tout le monde reçoit 100 € de coupons d'achat alimentaire tous les mois. Et après, les gens cotisent en fonction de leurs revenus, plus ou moins de 100 € par mois. Encore une spécificité de la caisse alimentaire en milieu rural, c'est que ceux qui fournissent l'alimentation pour la caisse, c'est vraiment des producteurs locaux. Donc, c'est des paysans locaux. Donc, nous conventionnons principalement des producteurs et pas des points de distribution ou des magasins. Mais aujourd'hui, on est encore de réflexion aussi pour ajouter peut-être des biocoop et d'autres magasins de producteurs à la distribution. Boris Tavernier, vous avez, avec 12 députés de gauche et écologistes à l'initiative de votre collègue Charles Fournier, vous avez déposé le 15 octobre dernier une proposition de loi pour lancer la sécurité sociale de l'alimentation à plus grande échelle. Hélas, elle n'a pas pu être examinée correctement lors de la niche parlementaire qui lui était dédiée en février. C'est un débat qui a duré 25 minutes, car après, il n'y avait plus le temps de débattre. Pourquoi déjà est-ce que vous défendez ce projet et à quelle échelle tout cela est-il reproductible, sachant est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation a vocation à être étendue à l'échelle nationale? Ça fait beaucoup de questions, je vous laisse répondre l'une après l'autre. Pardon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ouais, ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions d'accès à l'alimentation, de lutte contre la précarité alimentaire. Et aujourd'hui, on a ce système alimentaire qui est complètement à la dérive. 16% d'entre nous qui sommes en insécurité alimentaire, qui sautons des repas. On voit encore les files étudiantes qui ne cessent d'augmenter. 42% de la population qui est insatisfaite de ce qu'elle mange. Et 20%, en tout cas, des producteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la sécurité sociale et l'alimentation, c'est ce seul projet systémique qui permet de répondre à toutes ces problématiques. Donc oui, c'est hyper enthousiasmant. Je vois pas beaucoup d'autres projets qui peuvent changer la société aujourd'hui sur la table. Donc évidemment que j'avais envie de défendre ça. Alors c'était pas un projet de loi de mettre en place la sécurité sociale et l'alimentation, c'était un projet de loi d'expérimentation. Donc de mettre un cadre, de donner un cadre commun et des moyens évidemment pour que ces expérimentations puissent se développer, puissent vivre. Un peu sur le modèle de territoire zéro chômeur, où pareil, on n'a pas eu le temps d'aller à la fin du vote il y a quelques jours, mais c'est au moins pendant 5 ans, on a des moyens assez conséquents pour analyser, pour regarder ce qui se passe. Parce que, comme vous pouvez déjà l'entendre, il y a une diversité énorme, que ce soit à Montpellier, à Lyon, dans la ruralité, à Cannes, et ça se développe déjà partout. Il y a une 50aine de projets maintenant partout en France. Donc on espérait ça.
parce qu'on y croit, et effectivement dans l'opposition on n'a pas beaucoup de, on n'a pas l'agenda des textes, donc on a cette niche ou les semaines transpartisanes qui sont très difficiles. Au moins on en a parlé. Qu'un projet qui est né en 2018-2019 arrive quand même déjà dans l'hémicycle 5-6 ans plus tard, c'était déjà génial. On a pu quand même en débattre en commission, et ça c'était aussi intéressant, c'était la première fois qu'on pouvait entendre nos opposants se positionner. Aujourd'hui, bah oui, tous les députés, le gouvernement sont au courant qu'il y a ce projet qui existe. Alors, les députés du Rassemblement national, eux, ce qui les embêtait, c'est qu'il fallait absolument marquer dans la loi que l'argent utilisé, ça soit uniquement pour l'agriculture française. Alors on l'expliquait qu'en fait le principe c'est la démocratie, c'est que les gens choisissent, donc en fait ils ne font pas confiance aux citoyens, ils veulent décider à leur place, c'est un peu ce qui en est ressorti. Pour la droite, encore un truc pour les assister. Alors que, comme l'a dit Pauline, le principe numéro 1, c'est l'universalité. Hein, c'est ça qui est vraiment important. Et d'ailleurs, sur les questions de santé, ça leur pose pas de problème d'être remboursés quand ils vont chez le médecin ou à l'hôpital. Hein, le parallèle est assez intéressant. Et pour les macronistes, évidemment, ça va coûter un pognon de dingue. Donc évidemment, quand on parle de 120 milliards, ça fait flipper. Quand on voit le trou de la Sécu, ça fait flipper. Mais encore une fois, il y a cette question de cotisation. Et puis il y a aussi les coûts évités en termes de santé, les coûts évités au niveau environnemental. Je vous invite à lire le rapport des coûts cachés de notre alimentation qui a été fait par le réseau CIVAM et le Secours catholique. C'est quasiment 50 milliards d'euros par an qui servent à essayer de mettre des pansements sur notre système alimentaire qui déconne complètement. Mais alors, est-ce qu'on peut rêver aujourd'hui d'une carte vitale, comme l'évoquait tout à l'heure Pauline, une carte vitale de l'alimentation pour tout le monde, ou est-ce que l'idée est plutôt de donner les conditions pour que ça se crée localement, en toute autonomie, dans un aspect de démocratie locale, participative, etc. L'idéal, c'est qu'il y ait le moins d'intervention politique et qu'on laisse gérer. L'enjeu, effectivement, c'est comment on arrive, l'universalité, on arrivera à la mettre en place. Prendre notre argent, on arrivera à le faire, mais est-ce qu'on est capable partout sur le territoire, partout en France, dans nos 36 000 communes, de mettre en place ces parlements citoyens et c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même besoin d'argent. Je pense qu'à Montpellier, je crois que c'est à peu près 50 ou 60 euros la moyenne de cotisation, et le reste, il faut des financements publics ou des financements privés pour alimenter la caisse. Donc si demain on a juste un fonds qui peut permettre à toutes ces expérimentations d'exister, ce serait génial, qu'on ne soit pas obligé de faire de texte de loi là-dessus. Est-ce que ça va exister? Est-ce que franchement, en 1944, on pensait que la sécurité sociale allait arriver 2 ans plus tard? Donc oui, moi j'y crois, et effectivement... on est aussi habitué dans le milieu associatif à se dire toujours à quoi ça sert ce qu'on fait. Et puis à chaque fois, on se dit si on fait rien, ça sera pire. Là, moi, j'ai aussi cet espoir. Enfin, comme vous, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On voit sur le territoire, tu rencontres des personnes qui participent, qui nous disent d'habitude, on se regroupe pour lutter contre quelque chose, pour aller manifester, pour aller se battre. Là, on se regroupe pour construire quelque chose de beau. Moi, ça me suffit à me motiver, à me lever le matin et puis à me bagarrer avec mes collègues d'en face. Donc, on l'a vu, la sécurité sociale de l'alimentation vise donc à promouvoir un modèle plus vertueux en matière sanitaire, écologique et sociale. Donc, il y a cette trentaine d'expérimentations à travers le territoire qui ont été lancées. Est-ce qu'on peut déjà en tirer des leçons, sachant que, effectivement, comme le disait Boris Tavernier, c'est une expérience relativement jeune, mais est-ce qu'on peut déjà tirer des leçons par rapport à la mise en œuvre concrète du dispositif? Est-ce qu'il y a des difficultés? Pauline, vous avez un peu l'antériorité, est-ce que vous pouvez un peu tracer des lignes un peu fortes de difficultés et nous expliquer... Je pense qu'un des premiers constats, et ça a été dit, c'est l'engouement que ça a suscité et les alliances aussi que ça produit, puisque autour de cette idée, on a des agriculteurs, on a des habitants, on a des chercheurs, on a des associations, et je pense que ces alliances, déjà, elles sont très importantes aussi pour ce que tu disais, comment on pense la suite. En fait, on ne sait pas exactement là où ça va nous mener aujourd'hui. Par contre, on est au travail aussi sur cette dimension de comment on institue quelque chose de plus grand, de plus général que des petites expés.
expérimentation. Mais voilà, on est au travail là-dessus et ces alliances-là sont très importantes. Donc à l'échelle de Montpellier, ce qu'on peut observer, c'est déjà que c'est un exercice démocratique, tu l'as dit, qui est qui est très fort. Comme on dit, à la fois ça démocratise l'accès à l'alimentation, mais c'est aussi un sujet assez fort pour faire démocratie. L'alimentation, on a cette chance que ça intéresse à peu près tout le monde. Tout le monde est concerné par l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est aussi une thématique qui permet vraiment d'embarquer des gens dans une grande diversité finalement de profils, de modes de vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est aussi un sujet clivant. Donc c'est aussi conflictuel, mais du coup ça permet vraiment de se mettre autour de la table, de débattre et d'essayer de prendre conscience, je crois, de systèmes alimentaires très pervers. On a besoin, comme on dit, d'éducation populaire autour de ça. Et c'est ça qu'elles font, les caisses. Elles permettent d'avoir des espaces d'éducation populaire autour de l'alimentation. Après, sur les observations, la première on aurait pu s'en douter, oui, ça permet de lutter contre la précarité alimentaire. C'est-à-dire que garantir tous les mois un budget pour l'alimentation à tout le monde, ça permet de lutter contre la précarité. Et quand on dit précarité, comme je disais tout à l'heure, c'est la quantité, c'est la qualité, mais c'est aussi tout le lien social, toute la sociabilité, tout le plaisir qui se joue autour de l'alimentation et que des gens qui en sont exclus peuvent retrouver. Et ça, je pense que c'est fondamental aussi dans notre approche. C'est pas juste une histoire d'avoir ou pas quelque chose dans son frigo, même si c'est extrêmement important. C'est aussi tous les liens qu'on va pouvoir retisser autour de ça. Donc ça, je pense que dans le contexte qu'on vit, c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, sur la question des pratiques alimentaires, puisque c'est aussi quelque chose qu'on regarde, est-ce que ça permet de faire évoluer nos pratiques, d'aller, comme on dit, en recherche sur une meilleure écologisation des pratiques? On voit des effets forts, notamment sur les personnes les plus précaires. Sur les autres, un peu moins, parce que ceux qui sont dans la caisse, ils ont déjà des pratiques assez écolo, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils militent pour la caisse. Et puis après, il y a toute cette dimension de l'offre, de la production, des filières qui sont fragiles, qui sont en difficulté. Nous, on est encore un peu trop petits pour voir des impacts, on va dire, sur l'offre, les filières locales, etc. Mais on voit déjà comment on arrive à embarquer. Aujourd'hui, on est à peu près à une 50aine de producteurs et de points de vente conventionnés. On crée de la synergie, des coopérations entre eux. Il y a des sujets communs qui ressortent, par exemple sur la logistique. Comment on fait venir des produits agricoles dans une métropole qui est saturée de voitures. Comment on travaille sur les approvisionnements des magasins, c'est-à-dire que on a des commerçants qui potentiellement peuvent être intéressés par avoir des produits de meilleure qualité, en circuit court, etc. Mais ça s'organise, il faut créer une logistique, il faut coopérer pour que ça puisse se faire. Voilà, donc c'est à la fois des constats qui sont très clairs sur la réponse que ça peut apporter à ces problématiques de précarité et de pratiques alimentaires. Et c'est en même temps plein de questions qui continuent à se poser sur la transformation de nos systèmes, qui est quand même pas une petite question. Oui, et vous, Fergus, puis Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des obstacles, des difficultés que vous avez identifiées à ce stade? Il y en a plein. Il y a déjà l'idée... Comme vous le disiez, je suis investi au Resto du Cœur et pendant les premiers mois où je commençais à travailler et à réfléchir sur la caisse, j'étais dans une espèce de schizophrénie en me disant comment on fait pour transformer les 2 ou 3 000 personnes qui viennent tous les jours à Paris au resto pour manger. Et je ne parle pas de l'aide alimentaire, là je parle juste de ceux qui viennent déjeuner. Et faire une expérimentation avec quoi? Peut-être 200 personnes dans le 20e. Et en fait, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un rapport dans le sens où l'expérimentation et la sécurité sociale alimentaire va résoudre aussi, à terme, le problème des gens qui n'ont pas de quoi manger par les allocations. Mais on ne peut pas ramener ça, c'est pas la même échelle. Et il faut juste avoir envie de travailler, de développer ça, et de tous les jours ne pas penser que dans un an, où est-ce qu'on en sera. C'est vraiment chaque jour, on a effectivement des obstacles, tout le temps. Il y a toujours dans tous les sens.
et on résout, et on travaille, on se réunit beaucoup, et on fait petit à petit, pas à pas, et on y arrive, vraiment. Oui, on l'aura compris, c'est aussi quelque chose qui se distingue complètement de la charité. On est dans des démarches qui impliquent tous les membres de ces collectifs. On est dans des démarches qui sont très politiques aussi. Et c'est vrai qu'on avait envie de savoir un petit peu comment ça se passe aussi côté paysan. Pourquoi est-ce que pour les paysannes et paysans qui font partie de votre collectif dans l'Orne, c'est important justement de participer à ce genre de démarche? Et si c'est peut-être difficile aussi de les trouver ou de les impliquer? Je sais pas. Oui, d'abord sur les obstacles, moi je dirais que on se confronte aux obstacles de l'ordre premièrement financier, en fait parce qu'il coûte beaucoup à nourrir des gens. Et donc, en faisant notre modèle économique où on calcule avec les revenus des membres de la caisse existante quel déficit on va avoir tous les mois et du coup quel montant on va devoir trouver, soit en intégrant des membres nets donateurs à la caisse, ou soit en trouvant des financements privés ou publics. On constate que des montants très significatifs sont nécessaires pour opérer une caisse qui aura un réel effet sur la précarité alimentaire dans la ville, quoi. Donc, premier obstacle, c'est qui finance tout ça. Donc, on doit impliquer des instances publiques doivent considérer que ça fait partie de leur mission d'assurer l'alimentation saine et universelle. Deuxièmement, on a des obstacles de l'ordre logistique. En effet, en ruralité, la question c'est moins comment faire venir toute l'alimentation d'autour, mais c'est plus comment distribuer l'alimentation aux habitants des communes rurales très peu peuplées où il faut y aller à 30 minutes en voiture pour arriver au village. Donc c'est une question qui se pose en ruralité. On a commencé à réfléchir par distribuer principalement sur un stand au marché dans la ville de Flers, mais on a conscience aussi que ça pourrait exclure un grand nombre des habitants de l'agglomération qui vit loin, qui travaille le samedi, etc. Donc c'est une question en cours de résolution. Après, c'était quoi l'autre partie Un petit peu, effectivement, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et le fait d'impliquer justement les producteurs et les productrices eux-mêmes. Oui. Je pense qu'on a un très bon réseau là où on est. On a cette chance d'habiter une campagne qui est relativement dynamique, qui a un bon tissu de paysans engagés, qui sont très volontaires pour s'impliquer dans une caisse commune alimentaire. Leur obstacle principal, encore, c'est financier. En fait, pour donner un exemple concret, les heures de travail par semaine d'un maraîcher bio en Basse-Normandie, en moyenne, vous avez une idée ? Dites-nous. 70, on est à 60 heures semaine en moyenne pour un maraîcher bio. Et pour quelle rémunération mensuelle, à votre avis ? Nous rêvons du SMIC. Du coup, pour 60 heures semaine, contre à peu près 740 € mensuels de rémunération pour un maraîcher bio en Basse-Normandie. Donc, leur volonté est là. Le problème pour eux, c'est que la caisse doit être un réel débouché. Ça doit être rentable pour eux, en fait. Donc, on espère pouvoir créer une sorte de système synergistique, vertueux, où on
en mobilisant des financements publics et le financement solidaristique des membres, on crée des nouveaux marchés, débouchés pour des producteurs locaux qui permettent d'alimenter mieux des plus précaires et à la fois d'augmenter des ventes et des débouchés des petits paysans. Voilà. Merci Fergus, c'est vraiment très intéressant de voir effectivement la pensée d'ensemble et ce qu'on se disait aussi avec Faiza en préparant cette discussion, c'est qu'on est aussi entouré de scandales agroalimentaires, on est entouré de produits boostés aux pesticides, on est entouré de malbouffe. Et il se trouve que, on en a parlé aussi des distributions alimentaires, des soupes populaires. C'est pas forcément justement de la nourriture de qualité. Est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation est aussi une tentative de réponse à cela? On l'a déjà un petit peu évoqué par petites touches, mais est-ce que c'est aussi une manière d'apporter de la nourriture saine, qu'elle soit le plus accessible possible et que du coup elle soit bénéfique tout simplement à notre santé aussi? Boris, vous pouvez répondre. Oui, évidemment, mais aussi surtout une alimentation qu'on choisit. Et il y a la question économique, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi la question de nos environnements alimentaires. Il y a aujourd'hui, la grande majorité des Français et des Françaises, ils vont en grande surface. Parce que des fois, il n'y a que ça, que ça soit dans des quartiers populaires ou dans la ruralité. Même dans la ruralité, aujourd'hui, tu as des distributeurs, quoi. Tu n'as même plus de magasins. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi de ces environnements? De pizza, de produits déjà transformés. Donc, il faut aussi qu'on arrive, c'est déjà génial de faire tout ce travail, mais comment on améliore aussi nos environnements alimentaires? Aujourd'hui, sur les expérimentations, et notamment celle de Lyon, ça fonctionne. Les producteurs voient des nouvelles personnes arriver, le boulanger artisanal aussi, mais la majeure partie des gens vont au Biocoop parce que c'est ouvert tous les jours. Il y a quand même un cercle vertueux, le Biocoop va reverser aussi de l'argent à la caisse, donc économiquement il se passe des choses. Mais comment on arrive à améliorer ces environnements? Et oui, au niveau sanitaire, c'est scandale sur scandale. Aujourd'hui, l'alimentation la moins chère, c'est celle qui est la moins bonne pour la santé. Les promotions sont toujours sur des produits ultra transformés, et quand vous allez aujourd'hui dans une banque alimentaire, vous voyez des produits ultra transformés, vous voyez des calendriers de l'Avent, mais on est au mois d'avril, donc c'est vraiment les restes de tout ce qu'on n'a pas consommé. Il y a un gaspillage monstrueux à ce niveau-là. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une étude de la préfecture, donc ce ne sont pas des dangereux gauchistes de la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. 50% des produits donnés à la banque alimentaire par les grandes surfaces sont périmés. Donc on en est là. Enfin, on pourrait reparler du scandale en 2019 des steaks hachés fabriqués en Pologne où il n'y avait même pas de viande dedans. Mais c'est pas grave en fait, c'est pour les pauvres. On en est là. Enfin, aujourd'hui, les plus précaires sont les poubelles de la société. Donc évidemment qu'il y a une urgence à changer ça, mais c'est pas facile. Moi, je le vois tous les jours et j'avoue, je disais tout à l'heure en rigolant, je suis encore en formation de député et c'est difficile de se bagarrer quand on sait, quand je vois mon collègue Benoît Biteau qui s'est battu avec Delphine Batteau contre la loi Duplon et qu'en fait on peut même pas débattre et qu'on a déjà perdu d'avance. Quand on voit que les macronistes se sont dit « Ah non, les traités de libre-échange, c'est pas bien », puis hier c'était tapis rouge avec Lula pour le Brésil, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Enfin, c'est hyper inégal, quoi. Et on fait comme on peut, on essaye on est en résistance, clairement on est en résistance. Donc ça fait du bien d'avoir un peu d'espoir avec la SSA et se dire « Bah non, en fait il y a un autre chemin qui est possible, ça sera peut-être long, mais en tout cas il existe, quoi. » Jean-Claude, juste pour finir, ensuite on va passer aux questions à la salle, mais vous, à ça, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose, sachant, comme vous le disiez, vous avez vu de vos yeux ce qu'on donne à manger aux personnes les plus précaires de la société dans l'aide alimentaire. Allô, allô. J'ai même découvert qu'on fabriquait des produits pour l'aide alimentaire. Alors ça, quand même, j'ai été très surpris. J'ai vu un documentaire qui se passait, je crois, à Montpellier, où on voyait bien, d'un côté, l'aide alimentaire, des gens très investis, autant investis, et puis dans l'expérimentation, c'était vraiment passionnant. Mais là, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des conserves qui étaient faites uniquement, qu'on ne trouvait pas en magasin, qui étaient faites pour l'aide alimentaire, avec des produits effectivement sucrés, de mauvaise qualité. C'était vraiment étonnant.
Et donc même si la sécurité sociale d'alimentation n'a pas cette vocation à pallier les manquements de l'État et nourrir tout le monde, c'est quand même une alternative. Ah, ça n'a aucun Possible. rapport en fait. C'est-à-dire que là, on décide. Non, évidemment, on sort de la logique de charité, mais des personnes précaires peuvent trouver un salut dans la sécurité sociale d'alimentation. Oui, alors pour l'instant, ce sont des expérimentations. Donc il y a très peu de gens à l'intérieur. On a essayé, en tout cas dans le 20e, de conserver, de suivre un petit peu la structure de la population du 20e et de prendre un échantillon, un échantillonnage qui respectait ça. Mais c'est vrai que c'est tout petit. Donc il y a peu de parts. Mais Dans une perspective idéale, on en peut est là. se dire Et en tout cas, ça fonctionne. Enfin, c'est super, c'est incroyable. Donc oui, bien sûr qu'on va essaimer, bien sûr qu'on va rendre ça national, mais ça va prendre du temps, mais c'est obligé. On va prendre un gros quart d'heure pour permettre à la salle de poser ses questions. Ne faites pas trop long, s'il vous plaît, pour que la parole circule. Et s'il y avait de la parité, ce serait incroyable. Ma question s'adresse à Pauline Scherrer. Vous parliez de labels pour que des commerçants, peut-être des producteurs, soient inclus dans l'expérimentation. Sur quels critères ils sont sélectionnés? Et je m'interroge notamment sur le fait, est-ce que les prix qu'ils pratiquent sont encadrés? Parce que 100 € par mois pour consommer, c'est bien, mais si derrière les prix flambent, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ça? Merci pour vos discussions, c'était super intéressant. Moi, je voulais revenir juste sur les paysans, paysannes, et je voulais savoir si vous aviez réfléchi à comment leur assurer la survie, en fait, de sortir de cette précarité, par exemple par la salarisation ou tout ce qui est mutualisation des moyens de production, et aussi comment vous les intégrez dans vos processus de décision. Oui, j'ai juste une question pour le développement de cette sécurité sociale. C'est que là, vous parlez effectivement d'expériences locales qui commencent à s'implanter ou qui sont bien implantées. Qu'en est-il des possibilités de développement sur d'autres arrondissements parisiens et par ailleurs sur le développement au niveau national, sur d'autres localités, d'autres grandes villes, voilà, pour que tout le monde puisse profiter de vos expériences et que ça se diffuse et puis que ça devienne national? Sur la question dans ce qu'on appelle le conventionnement, le processus à l'œuvre à Montpellier, c'est que donc les membres du comité citoyen vont repérer des magasins ou des producteurs sur des marchés, notamment des marchés de plein air, et ils ont élaboré une sorte de grille de critères où on va retrouver notamment la question des prix et des marges. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité, de la provenance, de la rémunération du producteur, ils vont regarder aussi quelle est la marge qui est appliquée par le magasin sur le produit. Et ensuite, ça fait l'objet d'un questionnaire qui est passé au niveau de la boutique ou du producteur sur ses pratiques, tout simplement, qu'elles soient économiques ou d'appro. Et ensuite, il y a un conventionnement qui est fait. C'est-à-dire qu'actuellement, vu que c'est relativement petit, on n'a pas cet effet potentiellement inflationniste. C'est-à-dire que ça reste, le fait que des gens payent en monnaie dans un magasin, ça reste une petite part de leur chiffre quelque part. Donc on n'a pas ce type d'effet qui est craint de dire s'il y avait une sorte comme ça de garantie de budget des mangeurs et des mangeuses pour aller dans les magasins, est-ce qu'on n'aurait pas cet effet de hausse des prix? Mais nous, ça, on l'a pas actuellement parce que c'est aussi... ça se fait à petite échelle, donc il y a une espèce de contrat de confiance qui se passe entre le producteur ou le magasin et le comité citoyen, et donc on n'a pas du tout observé ce genre d'effet pour l'instant. Mais c'est une question qui pourrait se poser pour la suite si ça venait à se massifier. Et juste, je voulais réagir sur le salariat des paysans-paysannes, parce qu'effectivement, c'est vraiment une question qu'on a actuellement. Parce que quand même, l'idée est vraiment forte pour tout un tas de questions, mais pour l'instant... se dire qu'une caisse alimentaire va sécuriser les débouchés économiques pour un ensemble de producteurs-productrices, on n'y est pas. On n'y est clairement pas, du fait de la petite taille, notamment, de nos expérimentations.
Et donc, on se rend compte qu'il faut des mesures complémentaires. Donc, à l'échelle locale, ça pourrait passer par ce genre d'idées. On a notamment des fermes périurbaines sur le territoire métropolitain qui sont conventionnées. Et donc, on se pose la question de est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans un système de salariat de producteurs-productrices dans le cadre de la caisse. Et à une échelle beaucoup plus nationale, en fait, des caisses alimentaires ou même une sécurité sociale, elle ne suffira pas s'il n'y a pas une réglementation de l'industrie alimentaire, s'il n'y a pas des contraintes qui sont posées. Voilà, quand on voit que même la publicité pour les programmes enfants ne peut pas être régulée, bon, voilà, on a besoin d'autres mesures que celle-là. Ça ne réglera pas tout, c'est sûr. Fergus, sur ce sujet-là? Oui. Sur l'implication des paysans, des producteurs dans notre caisse, pour l'instant, ils peuvent être membres, comme les autres citoyens, de groupes de réflexion. On a eu peut-être 3 ou 4 paysans membres du groupe de réflexion au début. On a trouvé au fil du temps que les paysans se sont retirés parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire beaucoup de réunions des paysans. Donc c'est aussi pour ça que la question de leur inclusion dans la prise de décision, pour l'instant, on n'a pas de statut spécial ou de réunion dédiée aux paysans producteurs, mais c'est une idée intéressante. Mais notamment pour raison de contraintes de temps, on essaie de ne pas ajouter de réunions supplémentaires dans l'agenda des producteurs. Et du coup, ce qu'on les propose concrètement, c'est une clientèle, une débouchée limitée, mais voilà. Et on visite aussi leur ferme, du coup, avec les membres de la caisse. On a fait une sorte de questionnaire qui peut aider des membres de la caisse qui n'ont pas l'habitude d'aller sur des fermes, qui sont issus du milieu urbain, d'aller parler avec les agriculteurs, faire l'analyse de leur ferme, pour retourner présenter la ferme au groupe, encore du processus de prise de décision sur le conventionnement ou pas de la ferme. Donc il y a une interaction et puis on espère avoir des activités autres, d'autres visites ou des repas partagés, etc. qui animeraient la vie de la ferme, enfin qui feraient un échange social entre les fermes et la caisse. Sur la salarisation des paysans producteurs, c'est aussi une idée très intéressante. Pour l'instant, on n'y est pas là parce que pour des raisons encore financières. Si on avait les finances on financerait en priorité la caisse, donc l'achat de l'alimentation pour les membres de la caisse. Je pense qu'il faudra attendre que la structure soit beaucoup plus conséquente pour commencer à réfléchir à un budget dédié aux salariés des producteurs. Mais pourquoi pas à l'avenir. Boris, vous souhaitiez réagir aussi aux questions qui nous ont été posées? Je voulais rebondir sur ce que disait Pauline, sur ce qui manque. En fait, ce qui manque, évidemment, la sécurité sociale et l'alimentation ne peut pas tout résoudre, mais en France, il manque que l'alimentation soit un droit, que le droit à l'alimentation soit dans la Constitution. C'est ça qui nous manque, et une grande loi cadre, parce qu'effectivement, on doit travailler sur la publicité, on doit travailler sur la transparence des marges de l'industrie agroalimentaire, et on doit les contraindre. Aujourd'hui, on laisse tout faire. Donc, si vous voulez me filer un petit coup de main, j'ai déposé une résolution justement sur le droit à l'alimentation. Faites un mail à votre député pour lui demander s'ils l'ont signé, et on demande juste ça, quoi. En fait, une grande loi cadre, et je suis en train de travailler avec la FAO pour nous accompagner là-dessus, et ça nous donnera vraiment des outils pour aller plus loin par la suite. Je voulais répondre à madame qui parlait des autres arrondissements. En fait, on se sert beaucoup des expérimentations et des expériences des autres expérimentations. Montpellier est quand même un exemple pour nous. On a été vraiment, ils nous ont aidés, hein, on a vraiment pris beaucoup de leur travail, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus vite. Et à Paris, il y a effectivement d'autres arrondissements qui sont intéressés et qui tournent autour, et on discute, et
et pour l'instant, il n'y a rien de très officiel, mais il y a des gens qui ont envie. Pareil, autour du 20e, il y a Paris, mais il y a aussi Montreuil, il y a aussi Bagnolet, enfin, il y a toutes les communes autour. Mais voilà, on y travaille, les gens sont intéressés, sont passionnés, ils viennent, on échange. Et je voulais juste donner aussi une idée de la spécificité de Paris, parce que nous, on n'a pas beaucoup de paysans à Paris. Et donc, faire une loi, moi je ne peux pas imaginer que la sécurité sociale alimentaire soit complètement unifiée en France. Enfin, je veux dire, on travaille tous avec effectivement des comités citoyens, mais ça ne peut pas être tout à fait exactement la même chose. Mais c'est pas un problème, justement, c'est bien. Moi, j'ai juste une question pratique parce que j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. En fait, c'est une carte physique avec une monnaie dédiée que les magasins acceptent, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Juste vite fait, pour Montpellier, c'est numérique. C'est comme un code de carte bleue, en fait. Donc c'est une app. Ok, Ouais. d'accord, merci. Et chez nous, c'est un chéquier, du coup, c'est un système de paiement alternatif où on espère que ça va être le chéquier vert, donc ça prend forme d'un coupon en papier. Voilà. Bonjour, bravo pour tout ce qui a été dit. J'espère que ma question ne va pas être à côté de la plaque. J'aimerais ajouter une autre dimension, la dimension de la diversité, de l'immigration, parce qu'on sait que dans les quartiers populaires, ce sont les populations principalement touchées, et les populations d'origine étrangère sont souvent critiquées sur leur nourriture, leurs habitudes alimentaires, culturelles, etc. Alors que très souvent, il a été prouvé qu'au contraire, c'est plutôt à mettre en valeur. Je sais, Boris, que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Je ne sais pas si tu vas en dire un mot et comment faire entrer cette dimension-là de la diversité. D'ailleurs, je me questionne même sur la diversité des personnes qui interviennent aujourd'hui, mais ça c'est autre chose. Mais sur la diversité comme élément de ce sujet de l'alimentation au sujet national. Merci. Merci. Je me demandais si vous pourriez nous parler de systèmes qui s'apparentent à la sécurité sociale de l'alimentation dans d'autres pays ou à d'autres époques qui vous auraient influencé ou en tout cas permis de trouver un fonctionnement pour vos caisses à vous. Du coup, c'est moi. Oui, sur les questions de diversité, évidemment, enfin, tu as toujours cette stigmatisation, mais les gens dans les quartiers, ils mangent mal, c'est la malbouffe, c'est que ça. Non, en fait, tout le monde a bien compris ce qu'il faut manger. Manger, bouger, le 5 fruits et légumes par jour, il n'y a pas de souci, c'est bien intégré. Puis moi, j'ai même organisé des concours de cuisine dans les quartiers pour montrer justement, mais en invitant des chefs étoilés qui venaient un petit peu, on va manger que des couscous, et puis se rendaient compte qu'il y avait des plats merveilleux, et que j'ai même, on en a même fait un livre, donc moi je suis à fond là-dessus. Mais sur les questions de diversité dans les caisses alimentaires, enfin, je pense que tu peux témoigner qu'il y en a. C'est vrai que c'est moi qui suis là aujourd'hui, effectivement, mais en tout cas, la Caisse de Montpellier a une grande diversité culturelle, d'origine, etc., notamment parce qu'on est très implanté dans les quartiers populaires. Et cette question de la reconnaissance de la diversité de pratiques, elle est très importante dans les échanges et dans les préoccupations. Comme je le disais tout à l'heure, les quartiers populaires sont souvent pas très bien dotés en commerce, en fait, qui puissent proposer une alimentation. C'est pas tant sur les pratiques que sur la qualité du produit, en l'occurrence. Mais par contre, je crois que l'idée de la sécu sociale de l'alimentation, c'est pas du tout d'uniformiser l'alimentation, de dire ce que serait la bonne alimentation une bonne fois pour toutes, pour tous et toutes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire vivre cette démocratie. Et pour moi, quand on dit démocratie, c'est aussi cette mixité, cette diversité d'approches de l'alimentation. Il faut que ça puisse se parler. On a la question du halal, par exemple, qui s'est posée dans le conventionnement. Donc toutes ces questions-là, elles sont tout à fait à l'œuvre, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler, dans ce qu'on essaye de travailler, avec plein de difficultés aussi. Mais vous avez raison de le soulever parce que c'est très très important. Parce que c'est un projet de société derrière. Donc si ça véhicule pas aussi ces questions-là, on est à côté, quoi. Voilà. On a trouvé une boucherie bio-halal pour la Caisse alimentaire de Lyon. Chez nous, c'est aussi une grande préoccupation, je dirais.
on sait que l'alimentation est une modalité de classe, que être plus pauvre veut dire manger pire. Mais on sait aussi par des statistiques en monde anglophone que l'alimentation et les résultats de santé plus généralement sont aussi une modalité de la racialisation et d'appartenir aux communautés racialisées, d'être issu de l'immigration veut aussi dire en moyenne manger pire et avoir une pire santé. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe. Je dirais que pour l'instant, le recrutement à la caisse a fonctionné plus ou moins par effet de réseau. Et du coup, qu'on a un recrutement pour l'instant très peu mixte. Du coup, c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer à aller dans les lieux où sont présents des personnes issues de l'immigration dans la ville de Flers, qui est très diverse aussi. On doit aller dans les lieux, chercher des gens, recruter. Et c'est aussi quelque chose qui me préoccupe, c'est que la production, est-ce que la production alimentaire de l'agglomération de Flers correspond bien aux habitudes culinaires des autres communautés? C'est une question qui se pose et c'est un travail qui doit être fait en mise en place de cuisine en commune, de partage d'expériences, d'éducation mutuelle sur la cuisine et l'alimentation des différentes cultures pour être inclusif. Donc voilà, c'est une question dont on a fortement conscience, mais dont on n'a pas encore opéré les solutions, quoi. Merci. Pauline. Je voulais juste répondre sur les inspirations. Oui, pardon, excusez-moi. On n'a pas tant d'autres exemples. C'est vrai que l'histoire de la Sécu est bien française. Après, là, en ce moment, on commence à avoir quand même des contacts avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Enfin, voilà, il y a quand même une émulation aussi un petit peu plus, au moins européenne, on va dire. Et un peu international avec le Brésil, parce que le Brésil a été très actif sur la question du droit à l'alimentation aussi, mais il n'y a pas d'inspiration directe. Et par rapport aussi à l'enjeu de comment on passe d'expérimentation locale à quelque chose de vraiment universel, aujourd'hui, je pense qu'on a, vous l'avez dit, je crois qu'on en est à plus d'une centaine de groupes locaux ou d'expés locales qui s'intéressent à ça. On a un gros enjeu de faire mouvement. C'est-à-dire, il y a les personnes qui ont la chance d'expérimenter, mais tous les autres peuvent aussi s'engager pour cette idée. Et donc, comment on arrive à faire un mouvement social un peu fort là-dessus? Je pense que c'est un peu ça notre sujet maintenant. On fera un autre débat de suivi. Merci à tous les quatre d'être venus partager ces réflexions fort stimulantes dans effectivement un monde un peu compliqué. Avant de nous quitter, quelques annonces. Donc, Amélie va signer son livre « Qui va nous nourrir ?», qui est paru aux éditions Actes Sud il y a quelques mois à l'Espace Librairie. Donc, voilà, allez-y. Et restez surtout écouter le débat suivant, qui est intitulé 2005-2025, les quartiers populaires dans la même galère, qui sera présenté par Ilyes Ramdani. Les invités sont Ali Djiwara, qui est députée LFI de Seine-Saint-Denis, Sarah Benani, présidente de l'association Jeunesse Populaire et Engagée dans l'Essonne, Inde Ayadi, qui est militante associative à Garges-les-Gonesse et fondatrice de l'association Espoir et Création, et enfin Nordine Nabili, qui est journaliste et ancien directeur du Bondi Blog que j'ai bien connu. Voilà. Merci tout le monde et à une prochaine. Merci. Et merci Amélie. Merci Faiza. Mediapart.